Alors là, chapeau, Letto, un podcast audio et vidéo de et avec. Philippe Chapeau. Alors le chapeau. Alors là, chapeau, l'émission qui salue celles et ceux qui feront la radio d'aujourd'hui et de demain. Et eh bien, qui de mieux pour parler de ça que Thierry Voyer de Radio Néo. Salut Thierry. Salut Philippe, merci pour l'invitation. Eh Chapeau. bien, écoute, ouais, alors là, chapeau, hein, chapeau à toi, parce que il y a des choses qui se sont passées. D'un seul coup, vous avez maintenant un 24-24. Alors, on va en parler un peu plus tard, mais aujourd'hui, Néo, ça revendique une programmation qui est majoritairement composée de nouvelles productions françaises. Mhm. C'est quoi l'équilibre que tu cherches entre exigence artistique et accessibilité pour l'éditeur? Parce que c'est compliqué quand même voilà, d'avoir une programmation un peu différente des autres radios. Ok, c'est une recherche permanente, c'est des doutes permanents, parce qu'effectivement, on a toujours conscience que même en tant que petite radio associative, on reste un mass média. Dans la radio, ça doit parler à une grande masse, à la différence de ce qu'on peut connaître sur internet de très, très ciblé qui nous enferme dans des bulles. Nous, on propose un programme, tous les gens qui font de la radio, à un très grand nombre de personnes. On essaie de plus ou moins cibler pour différentes raisons. Mais donc, on a quand même cette première exigence qui est de faire en sorte que nos programmes musicaux, même ils essaient d'être un peu défricheurs et novateurs, soient accessibles à tout un chacun. On ne cherche pas à effectivement rester entre soi avec des fans de musique, des aficionados, des moindres fonds de bac, si tant est qu'il en reste, des bacs de vinyle. On essaie d'être très accessible. Maintenant, il y a de mon point de vue, il y a un énorme champ entre ce qui est exposé de façon massive à la radio. Moi, j'aurais tendance à dire surexposé. Il y a une énorme surproduction et il y a très peu finalement d'artistes ou même de titres qui sont diffusés et qui sont un peu dupliqués sur un paquet de radios pour des raisons qui sont parfaitement valables d'ailleurs et compréhensibles. Donc il y a énormément de matière, il y a énormément de production en fait on n'a pas besoin d'aller chercher très loin finalement pour trouver des titres qui, de mon point de vue, peuvent toucher un large public, celui qu'on cherche à toucher en radio, qui ont un niveau de qualité artistique, ça reste subjectif, mais qui vont peut-être essayer d'être un petit peu plus créatifs peut-être que ce qu'on peut trouver, qui sont un tout petit peu dans l'avant-garde, tout en restant vraiment très humble là-dessus. Et donc, c'est une recherche permanente, mais il y a vraiment de la matière. Il y a même tellement de matière que dès le début, alors c'est pas moi qui ai créé la radio, donc je peux en parler plus facilement parce que je trouve que l'idée était géniale, le nom était parfait. L'idée de se dire, c'était un pari, de se dire, finalement, il n'y a pas besoin d'aller chercher au-delà de la France et des pays francophones. On peut, rien que dans cet espace-là, trouver déjà énormément de musique dans des styles totalement différents, avec de la qualité et qui ne soit pas forcément très exposé. Et ce pari, assez vite, il s'est révélé gagnant, je ne sais pas, mais en tout cas, on n'a jamais eu de difficulté à trouver ces artistes. On est plutôt, c'est un filtre très fort malgré tout qu'on doit faire en permanence, parce qu'il y a énormément de production. Il faut en écouter beaucoup, c'est sûr. Il y en a 99% qu'on ne retient pas, même nous, qui n'en diffusons pourtant beaucoup. Et on arrive effectivement à trouver cet équilibre, et il est tout le temps remis en cause, parce que les modes passent, les types de production évoluent. On a des périodes très chansons, d'autres qui sont plus électro. Nous, on essaie d'être une vitrine un peu objective et assez diversifiée de ce qui se produit à un moment donné en France et dans l'espace francophone. Voilà, donc on se laisse un peu porter aussi par, pas forcément les modes, mais les tendances de production musicale qui peuvent apparaître au fil du temps. Pourquoi est-ce que la démarche d'écouter chaque titre proposé, elle est essentielle pour toi? Alors, tout simplement parce que la structuration de l'industrie musicale a été très bien faite depuis de nombreuses années. Et forcément, les labels s'équipent d'attachés de presse et très vite, ils ont, ces labels ou les attachés de presse, le don d'arriver à cibler un programmateur, parce que c'est vrai dans le spectacle vivant, c'est vrai dans la musique, pour essayer de l'orienter et de lui proposer de pousser les titres dans sa programmation. Donc nous, on a besoin d'être en contact permanent avec ces gens-là, mais aussi de prendre de la distance en se disant, voilà, il y a une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de labels importants qui vont nous proposer des titres. Nous, il ne faut pas qu'on se contente. On pourrait se contenter de ça. On ferait en fait finalement ce que font toutes les radios, beaucoup de radios, de se Ouais. contenter finalement de chercher le tube, d'attendre de dépasser les 5 millions de vues sur YouTube,
et puis on rentre le titre, et puis quand ça commence à faiblir, le titre commence à être un peu grillé, on commence à le baisser, et d'être dans cette machine-là, une machine à laver en fait même, d'un flux continu. Donc on est obligé de prendre ce recul-là à un moment et de se dire, voilà, on va aller écouter ailleurs, on va accepter d'écouter beaucoup de choses, même des choses autoproduites un peu médiocres ou débutantes ou embryonnaires. Et puis, là-dedans, on ne va pas s'interdire de passer ce que nous proposent les major compagnies, les gros labels indépendants, mais on va s'autoriser à passer des titres d'artistes que personne ne connaît, qui ne sont pas forcément encore signés. Peut-être d'ailleurs qu'ils ne décolleront jamais. On ne cherche pas forcément l'artiste ou le titre qui va faire un tube, qui va décoller. On n'est pas là dans cette compétition-là. On est juste vraiment dans... Alors, c'est un privilège incroyable, je trouve, que j'ai de pouvoir faire encore ce type de radio où on se permet de programmer pas ce qu'on veut, pas selon ses goûts, mais selon dont on pense pouvoir séduire les auditeurs ou nos auditeurs sans avoir d'autres stress que cela. Alors voilà, on peut le faire parce qu'on est une radio associative, parce qu'on n'a pas 150 salariés derrière à mettre en risque, mais voilà, on peut prendre ce risque qui n'en est pas là, qui est un pur plaisir, d'écouter toute la journée des morceaux divers et variés et de se dire, tiens, ça, comment ça se fait que personne ne le passe? Ben, nous, on va le faire, on va le passer. Ouais. Alors ces artistes qui sont peu visibles, hein, dans les médias, qu'on connaît, comment est-ce que, tu les identifies d'abord et comment tu les accompagnes? Alors j'imagine qu'avec le temps, les artistes le savent et ils se disent tous, «Non mais enfin si tu veux être diffusé, bah, envoie-la aux radios associatives et notamment à Néo». C'est ça, oui. C'est ça, les radios associatives, il n'y a pas que Néo qui fait ce travail-là. Non, non, bien ah C'est non, non, oui, bien sûr. c'est une vraie possibilité encore pour les artistes de se faire connaître en dehors des réseaux sociaux, qui sont aussi des outils maintenant, très importants. Et aujourd'hui, en fait, bah, nous, effectivement, on est très identifiés malgré tout depuis 25 ans maintenant qu'on existe, par l'industrie musicale, qu'elle soit très professionnelle ou plus indépendante. Donc en général, on est quand même en général dans les destinataires de tous ces mails-là avec, des possibilités d'écoute en streaming ou autrement. On suit aussi des artistes sur des plateformes comme Groover, par exemple, Ouais. que vous connaissez peut-être. Ouais, bien sûr. On suit aussi ce qui se passe sur Yacast aussi, ce qui est proposé sur Yacast, pardon, sur Music Center, pardon. Plus récemment aussi, on s'intéresse à Preview, une plateforme qui a été montée par un attaché de presse, qui est intéressante aussi, où un paquet de journalistes mettre des notes, des commentaires sur certains titres, ça permet d'échanger, en tout cas de voir la perception des autres journalistes. Preview, Preview. Donc c'est un petit peu réservé à des programmateurs, des journalistes d'un côté, et puis des labels ou des artistes qui peuvent proposer leur titre. Plateforme D'accord. assez ergonomique, assez intéressante. Et puis maintenant, les réseaux sociaux, les plateformes, les classements. Ouais, On un peu partout, multiplie quoi. les sources. Là, on ne manque pas de sources. Il y a tellement de titres. On ne sait plus si c'est 10 000 ou 20 000 ou 100 000 par jour qui sont postés sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de streaming. Donc là-dessus, on a l'embarras du choix. Et alors, comment est-ce que vous les accompagnez? C'était de la deuxième partie de ma question. Est-ce que, vous leur permettez aussi, pas uniquement de la diffusion, mais il y a d'autres choses que vous faites pour Mhm. essayer de les aider à se faire connaître, et à sortir du lot? Mhm. Alors bien sûr, alors déjà, la façon dont on essaie de les aider, pour nous, c'est d'essayer d'avoir une audience significative. Ce qui est pas évident forcément, on n'a pas des audiences phénoménales, mais ça a toujours été important pour nous parce qu'on peut pas, avoir comme objectif d'exposer des artistes sans avoir personne de l'autre côté à les écouter. Donc nous, c'est une préoccupation importante, on y arrive plus ou moins, des bonnes périodes, des moins bonnes périodes. Donc ça, c'est le premier outil. La deuxième outil, c'est qu'on les diffuse, non pas à la FIP une fois par mois, on les passe pas non plus 15 fois par jour. On a des rotations qui, à la plupart du temps, sont quand même à 3-4 fois par 24 heures, 4-5 fois par 24 heures. Donc, ils sont Ouais. quand même visibles. C'est pas simplement on vous a passé 3 fois et on passe au suivant. Le but, c'est de les accompagner comme ça, ce qui permet aussi de les accompagner, comme on n'a pas des très fortes rotations, sur la durée. Parce que les artistes qu'on diffuse, puis ils ne sont pas encore signés parfois. Je vais prendre des exemples. Par exemple, Mickey, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, il y a 2-3 ans qu'on a diffusé un de ses premiers titres. Euh, Ça n'a pas pris tout de suite. C'est maintenant qu'elle est un peu plus accompagnée, qu'il y a des artistes des radios commencent à s'y intéresser de façon un peu plus précise, les médias s'y intéressent. Bah, nous, on est là en amont, il faut qu'on tienne un petit peu longtemps parce que il faut qu'elle soit mieux identifiée, il faut que
l'actualité qu'on va nous relayer, c'est la troisième partie que je vais développer, soit présente. Donc, il faut attendre un peu que l'artiste ait quelques dates de concert, qu'il ait une actualité à relayer. C'est là aussi où on a un parti rédactionnel. On a des agendas des sorties où plusieurs fois par jour, on essaye d'inventorier, que ce soit à Paris et à Toulouse, où on a aussi une pleine fréquence avec des programmes séparés, des idées de concerts, des idées de sorties, avec toujours l'idée de ne pas annoncer les concerts qui sont annoncés par tout le monde, des superstars, mais de trouver les petites salles, d'être partenaire de petits lieux, de petites salles plus ou moins importantes, pour relayer l'actualité spectacle de ces artistes. Et puis on a des chroniques, une chronique s'appelle La nouveauté du jour. On va un petit peu présenter l'artiste, développer sa biographie, donner notre sentiment, pourquoi on l'a diffusé, des choses comme ça. Donc il y a un accueil, il y a un accompagnement rédactionnel. Et puis j'imagine que là, maintenant qu'on a cette pleine fréquence à Paris qui change à la fois tout et rien, on va, j'espère, pouvoir redévelopper tout un tas d'actions qu'on a pu avoir dans le passé, d'organiser des concerts. Il y a une période où on organisait 2 concerts par mois. On faisait des showcases, on pouvait présenter ces nouveaux artistes que les auditeurs découvraient à la radio. Ils les découvraient en chair et en os dans les salles de spectacle à Paris. Donc il y a énormément d'outils encore qu'on sait pouvoir développer et on va être en mesure de remettre en œuvre, je pense. Tu dis changer tout et rien à la fois parce que au final, oui, il y a plus de temps, mais oui, c'est difficile pour une radio associative aujourd'hui, même s'il y a des études qui existent et qu'on peut en faire, d'avoir un réel, une réelle vision, de la différence que ça va faire. C'est ça. À la fois, ça change pas grand-chose parce qu'en fait, on diffuse 24. Alors, peut-être que Ça fait du bien à l'ego parce qu'elle n'est pas partagée. c'est ça. Et puis ça, déjà, c'est une émotion énorme. On ne peut pas imaginer comment une petite ligne sur le site de l'Arcom, sur une décision de l'Arcom, Ouais. peut, euh, peut créer comme émotion. Et principalement, bon, moi, ça fait quasiment 25 ans en fait avec d'autres, je développe cette radio. Et donc, à ce moment-là, quand la décision arrive, alors que ça fait vraiment 25 ans qu'on se bat pour ça, hein, il y a eu plein Ouais, oui, d'épisodes, bah, je me des rappelle. espoirs, des désillusions, de l'énergie dépensée, tout un tas d'actions mises en œuvre. Et on pense à ce moment-là aux centaines, parce que c'est vraiment des centaines de personnes qui sont engagées dans une radio associative. Il y a des bénévoles, des salariés qui se succèdent, des partenaires. Et c'est des centaines de personnes qui se sont engagées de façon phénoménale depuis 25 ans, qui sont plus là, qui sont sur d'autres radios maintenant, dans d'autres médias, qui ont changé de trajectoire. Et c'est à eux qu'on pense. Et c'est une énorme émotion de se dire que, bah, tiens, on a tenu. C'est ce qui nous a parfois fait tenir, de se dire, allez, c'est pas possible qu'on abandonne tout ça, alors que possiblement un jour, on aura cette pleine fréquence à Paris. Donc, c'est une énorme émotion, finalement, quand même, d'avoir cette pleine fréquence à Paris. Pour nous, ça a été un combat de très longue date, même si on diffuse 24 h sur 24 sur Internet depuis toujours, en DAB+, aussi depuis on était dans les tout premiers, la première vague en DAB+, à Paris, qu'on a une pleine fréquence à Toulouse. Donc, faire des programmes 24/24, on sait faire depuis longtemps, c'est le cas. Donc, dans ce sens-là, ça ne change pas fondamentalement. Ce n'est pas un surcoût, il n'y aura quasiment pas de surcoût pour nous. Donc, par contre, effectivement, ce qui change, c'est que une demi-fréquence, c'est quand même extrêmement dur. Même si on avait les bons horaires, on a les bons heures, je parle déjà au passé, ce n'est pas encore le cas, 7 h, 14 h, 19 h, 23 h. Quand l'après-midi et la nuit, c'est un autre programme qui n'a rien à voir, qui est Ah, c'est diffusé, déroutant. Ouais. ou depuis quelques années, c'est du blanc, puisque Ici et Maintenant, malheureusement, a disparu. Parce que c'est toujours, finalement, même si c'était ça a été des concurrents au début, parce qu'on se battait un peu entre nous pour avoir la pleine fréquence, mais c'est devenu aussi, au fil du temps, finalement, des amis. Donc, bah, la radio, pour plein de raisons, a disparu. Et donc, ce blanc, c'est quand même extrêmement difficile de convaincre des partenaires, de rassembler des auditeurs. Donc, mine de rien, quand même, là, de ce point de vue-là, on est quand même soulagé de pouvoir le faire de la radio correctement 24 h sur 24. Ouais, alors depuis 2024, il y a plusieurs, chantiers qui ont été, menés pour l'identité, et puis des évolutions techniques et éditoriales. Ça a un peu redéfini votre manière de faire de la radio? Alors ça l'a pas redéfini, mais ça l'a fait évoluer, ça nous a redonné, ça nous a fait une petite update, des petites mises à jour, parce qu'en fait, depuis la fin 2024, en fait, on a changé. Moi, je suis simplement salarié, je suis pas le fondateur de la radio, et le bureau et principalement le président, a changé. Et maintenant, on a rejoint, c'est Christophe Mercier, qui s'occupe de Néo, qui lui a une expérience, importante
dans un tout autre type de radio en tant qu'animateur sur des stations comme RTL2 ou RFM, et qui a aussi une très bonne expérience en termes de développement de radio associative, avec ce qu'il peut faire chez Oxygène Radio, la radio de la Seine-et-Marne, qui est une radio qui a atteint, je crois, dans les 4 ou 5 points d'audience sur sa zone. Vosges FM aussi dans les Vosges, qui est dans ces eaux-là. Donc, il y a un savoir-faire sur nous, ce qui nous intéresse, de faire de la radio associative, certes, d'avoir un programme différent, de proposer quelque chose de totalement différent, mais d'être capable de développer des moyens et de l'audience. Donc ça, il nous apporte un savoir-faire. Il y a aussi, forcément, ça permet d'avoir des échanges d'expériences, des partages de matériel, tout un tas d'atouts à ça. Et donc, on a pu assez rapidement se remettre sur des choses toutes simples. Mais par exemple, moi, j'utilisais depuis toujours Master Control à l'époque et Selector de RCS. Là, on est passé à la dernière version de Zeta avec Selector. C'est des petites choses qui sont plus faciles à faire et qui, mine de rien, bout à bout, on met les petites pièces du puzzle, on est en train d'aligner des planètes en termes de soutien sur la nouvelle identité visuelle, en termes de partage d'expérience, comme je disais. Il y a une vraie richesse à ça, et c'est assez étonnant et c'est assez intéressant parce que j'ai toujours pensé, moi, que nous, les partenaires qu'on pouvait trouver, c'était difficile de les trouver dans le monde de la radio, puisqu'on était un petit peu en contre-programmation, on proposait quelque chose d'autre. Et finalement, avec Christophe Mercier, en fait, on rencontre quelqu'un qui fait de la radio musicale traditionnelle, même si elle est très locale, il a un savoir-faire très fort pour développer de l'information locale et les partenariats locaux dans sa radio. C'est une radio qui, musicalement, est sur le modèle habituel d'une radio avec des titres, les tubes du moment, très mainstream. Et en fait, pour le coup, il n'y a pas de... On s'apporte chacun notre vision, il n'y a pas de concurrence finalement. Je sais qu'à une époque, Néo, on a été en contact très sérieux avec Nova. Je dévoile un scoop presque, mais il y a une époque, juste avant l'arrivée de Mathieu Pigasse, il y avait un intérêt fort. Nova n'avait pas encore sa fréquence à Toulouse. Il y a des grosses discussions très approfondies sur donc un format de radio dont on peut penser qu'il est déjà, rien que le nom, assez proche. Mais en fait, après coup, je suis soulagé finalement que ça n'ait pas pu se faire finalement. Parce que finalement, je pense que ce serait plus phagocyté qu'autre chose, alors qu'aujourd'hui, on se complète plus. Donc voilà les types d'évolutions qu'on est en train de connaître. Même une autre évolution qui est majeure pour nous, pour une radio associative, c'est qu'on a pu passer à l'autodiffusion. Ah oui. Il y avait un coût important pour nous. On était chez les Tower Company, Towercast et TDF pour Toulouse et pour Paris. C'est un coût très important. Les finances des radios associatives, c'est de plus en plus difficile pour plein de raisons. Et là, avec le savoir-faire aussi de Christophe, on est maintenant en autodiffusion sur nos 2 sites, ce qui nous fait des économies substantielles qu'on peut bien évidemment réaffecter au programme et de façon intéressante. Alors la bande FM, selon toi, est trop formatée. Vous avez un retour du public sur cette proposition, alternative que vous avez? Oui. Oui, alors on est en contact permanent avec nos auditeurs qui d'ailleurs, on a développé un club parmi les financements. Le financement participatif est quelque chose qu'on a intégré dans le quotidien. En fait, on a un club d'auditeurs qui sont des donateurs mensuels qui soutiennent la radio, et ce qui est toujours, et donc on essaie de maximiser les échanges avec eux, même s'il faut qu'on se méfie parce que c'est notre cœur d'audience, mais ce sont les fans, ce sont les fans, donc c'est pas forcément tous, sont pas forcément complètement représentatifs de la totalité des auditeurs, mais eux sont très sensibles aux évolutions qu'on peut avoir à l'antenne, et des fois paradoxalement, certains peuvent nous reprocher quand ça parle trop. Ils veulent la playlist, ils Ouais. veulent des titres, ils veulent des titres, ce qui nous disent: «Non, mais si on vous écoute vous, c'est pas pour entendre un flash info ou la météo parce que ça on l'a ailleurs, on veut écouter les nouveaux titres, et puis Ouais. voilà, donc ça c'est pas normal». C'est assez intéressant, on ne le prend pas au premier degré, on le prend en compte, on essaie de l'analyser, mais on ne le prend pas complètement au Ouais, premier pas degré. simple, pas simple. Voilà, on a aussi par exemple l'autre phénomène, quand on rentre des titres en playlist bien au printemps ou bien juste avant l'été, on a rentré Louisa, qui est devenu le tube de l'été, le titre Soleil bleu. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde se met à le diffuser partout, ça devient un tube, on l'enlève ou on le laisse à l'antenne? Alors on choisit de baisser les rotations assez vite, parce que finalement on a fait notre boulot, on ne sert plus à rien. Mais les auditeurs se précipitent: «Mais comment ça se fait, Radio Néo? Ce titre-là, on l'entend partout, pourquoi vous le diffusez?» Donc ça crée des dialogues assez rigolos et Ouais. intéressants. Et effectivement, on sent bien que malgré le fait qu'en tant que radio associative, on a quand même très peu de moyens de communication et de se faire connaître,
ce qui nous fait connaître et ce qui fidélise nos auditeurs, c'est simplement le fait d'avoir une programmation musicale différente. Et moi, je reste persuadé que c'est une évolution que doit faire petit à petit la radio musicale. Le streaming a quand même changé beaucoup la donne. Ah oui. Moi, je fais partie des anciens quand même. Enfin, et donc, j'ai connu ce moment où, dans la cour de récré, on n'avait pas d'autre choix que d'écouter la radio pour connaître les nouveaux titres. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Je pense que la radio doit retrouver son rôle de prescripteur, d'aller chercher les artistes, de pas simplement être son rôle fédérateur, qui est toujours important. Mais c'est très difficile, j'imagine, pour une grosse radio musicale de faire cette bascule-là, parce qu'on sait toujours ce qu'on perd en audience et on sait que c'est difficile de la regagner. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et quand on regarde les évolutions de radios comme FIP, Nova, c'est peut-être pour d'autres raisons, mais FIP, c'est une croissance d'audience continue. Pourtant, c'est des dizaines de milliers de titres. Je crois qu'il y a 10 000 titres en playlist sur un mois. Ouais. C'est très diversifié. Et pour autant, ça rassemble des audiences. Et moi, je pense que ce n'est pas par hasard. Alors justement, c'est quoi les défis, que tu identifies face à ces algorithmes et à cette écoute à la demande et à ces plateformes, de flux musicaux? Bah, je pense que c'est le défi principal. Il est dans la première question que tu as mis au sommaire, qui est quel est l'équilibre qu'on doit trouver entre une exigence artistique dans une programmation musicale et un côté fédérateur pour rassembler. Et en fait, aujourd'hui, chacun est dans sa bulle avec les réseaux et avec les plateformes de streaming. Même avec les médias en général, on a cette tendance-là à segmenter énormément chaque population. Et finalement, il n'y a plus tellement d'endroits où on va être exposé à la diversité de la musique. Quand on aime le métal, on va être capable de s'enfermer dans du métal toute la journée. Quand on aime le rap, on s'enferme dans du rap. Et on va s'enfermer comme ça parce que chaque média essaye de capter ces petites audiences les unes à côté des autres pour les cumuler au final. Et l'enjeu, c'est d'arriver quand même, et la radio est, je pense, toujours un outil formidable pour ça, parce que ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que ça touche tout le monde de façon indifférenciée. Tout le monde peut brancher sa radio à n'importe quel moment, on ne sait pas qui est derrière le poste. Et en fait, ça permet de rassembler des gens, de forcer le programmateur à essayer de les rassembler, d'être fédérateur, de diversifier, et, et de le sortir de sa bulle d'information, ou en l'occurrence de sa bulle musicale. Donc l'enjeu, c'est ça, c'est comment trouver le bon réglage entre une programmation qui est fédératrice musicalement, mais qui va aussi aller chercher dans chaque petite bulle de chacun. Je ne sais pas si j'étais très clair, parce que c'est pas forcément très clair dans ma tête non plus. Non, ben, C'est une recherche en c'est permanence, c'est bien. des questions qu'on se pose Exact. tout le temps. Ouais. Votre zone de concurrence, c'est quoi? C'est FIP, Nova? En fait, je pense qu'on n'en a aucune. Et ce qui me sidère d'ailleurs, heu, moi, Radio Néo et un certain nombre de radios associatives finalement, heu, ont ce type de programmation musicale qui, je pense, est attendue par une partie assez importante de la population. Mais en fait, Nova en est très différent d'eux, et FIP aussi. FIP, heu parce qu'ils diffusent des artistes très faiblement individuellement. C'est très rare d'avoir 2 titres qui passent dans la semaine. Donc l'exposition de chacun est assez faible. Un artiste, il se fera très difficilement découvrir sur FIP parce qu'il est Ouais, c'est diffusé ça. 1 ou 2 fois par mois. Nous, on a cette volonté de le diffuser 3-4 fois par jour quand même pour qu'il soit exposé. Donc déjà, il y a cette différence-là. Nova, eux, ils ont pas ce mécanisme-là. Par contre, nous, on est exclusivement concentré sur les productions françaises ou issues de l'espace francophone, ce qui n'est pas du tout le cas de Nova. Il y a très peu de productions françaises locales en réalité, et pas tant que ça sur FIP non plus. Donc en fait, sur la diffusion de musique actuelle, émergente, produite en France ou dans l'espace francophone, j'en vois pas tellement. Mmh. Je Ouais. ne sais pas si toi tu en connais, mais On on il y a certaines radios associatives qui font ce travail-là, mais finalement, et je pense que moi, il y a un boulevard. Ouais, ouais, non, mais on est d'accord et puis, c'est un peu, je pense que toutes les radios devaient prendre un peu plus de risques quant à la programmation musicale. Je le Je répète et pense, je oui. le dis depuis des années au Paris Radio Show, mais, c'est toujours difficile de faire bouger. Mmh. Aujourd'hui, la part du tu parlais du club que vous avez créé, la part du Ouais. financement participatif, du mécénat, du soutien, institutionnel dans votre modèle économique, il est comment? Le club, a pris une importance plus que Mmh. vous imaginiez? Ça fait combien de temps qu'il existe ce club? Alors le Club Néo, il existe depuis, j'en sais plus, je sais
ça doit être depuis 2000 presque 10 ans, je pense, 7-8 ans, je pense. D'accord. Ça alors ça a une place, je dirais que c'est 10 à peut-être une 10 à 15 de notre Bah, budget. c'est pas négligeable. Après oui, oui, c'est fondamental et puis c'est fondamental comme je le disais parce que ça crée un lien avec des auditeurs qui est un peu unique, donc c'est intéressant rien que pour ça et maintenant voilà, c'est les financements d'une radio associative et Néo comme les autres, c'est d'une variabilité terrible, il y a des périodes où on va avoir on a eu par exemple beaucoup de partenariats avec le secteur du disque. Ça a été Ouais. plus difficile avec la crise du disque, même avec des institutionnels, du disque, que ce soit la SACEM ou la DAMI, avec la région Île-de-France, puis c'est parti, puis ça revient, puis ça repart. On a la base commune à toutes les radios associatives qui est le FSER, qui est menacé de façon très forte l'année dernière et qui recommence à être menacé, même si on est un petit peu rassuré depuis hier, mais il y a des très forts doutes aussi sur la pérennité de ce type de financement. Donc, nous, depuis toujours, Néo, notre objet, ça a été de diversifier au maximum nos ressources. Donc, bien évidemment, on essaie de bénéficier des subventions, mais pas seulement. Donc, les auditeurs, c'était une bonne façon, ce club d'auditeurs, de diversifier. En une période où on a fait pas mal de concerts, organisé des concerts, faire des partenariats avec des lieux, avec des salles, avec des festivals, diversifier au maximum de ressources. Je pense que pour une radio associative, aujourd'hui, c'est indispensable. On ne peut pas faire autrement. Mais c'est effectivement très, très difficile d'arriver à tenir financièrement pour les radios associatives de plus en plus. C'est de plus en plus Mmh. compliqué. Rapidement, quand on est membre du club, on a le droit à quoi? On peut venir voir la radio, on peut, venir parler à la radio ou simplement on donne de l'argent, chacun fait un peu ce qu'il Ouais, veut? alors On est invité à des showcases privés? Alors ça s'est mis un peu entre parenthèses, mais ce serait un des objets du club de relancer ça. Alors il y a eu plusieurs phases. Alors ce qui finalement est le plus, sollicité et le plus plébiscité par les auditeurs, c'est le fait qu'on offre des invitations concerts. Ouais. Ils ont, toutes les semaines une petite newsletter qui leur est réservée, qui est exclusive, dans laquelle on leur propose, des Ah oui, c'est à invitations eux que pour un vous offrez les voilà. places et pas à On offre l'antenne? les places et puis on leur laisse une priorité. C'est-à-dire on va dire, ils ont la newsletter en général le mercredi et puis on va diffuser, par contre, on va quand même communiquer aux autres auditeurs et puis, de façon à ce que les publics, comment dire, les concerts soient annoncés. On va l'annoncer à l'antenne et sur les réseaux sociaux un tout petit peu après et éventuellement, s'il nous reste des places à faire gagner, on les fait gagner aux autres auditeurs. Donc ils ont cette primeur-là, donc c'est ça en général, qui les motive le plus. Et puis on a essayé, il y a eu des visites de studio, il y a eu effectivement des petits showcases qu'on a organisés. À la Maroquinerie, on avait organisé un concert exclusif pour les adhérents. C'est suivant les époques, suivant aussi la façon, suivant les moyens qu'on a, l'état de santé dans lequel la radio se trouve, qu'on peut étoffer plus ou moins l'offre. Mais quelque part, on s'est rendu compte aussi que finalement, allez, le rapport, il est peut-être pas tout à fait exact, mais il y a au moins 80% des gens qui sont adhérents au club qui n'entendent rien en retour, qui ne nous sollicitent pas sur autre chose. Tout ce qu'ils nous disent, c'est ça leur fait plaisir de nous aider à diffuser cette programmation un peu différente, à faire ces programmes un peu différents, dont certains sont devenus un petit peu accros et ils comprennent que c'est important pour nous de diversifier les ressources. Ils donnent, en plus, c'est au choix, 5, 10 ou 20 euros par mois. Ouais, c'est Et ça, il y a, c'est que j'ai regardé, c'est, au choix et on peut, c'est sous forme de c'est ça, dons, selon donc ses moyens. on peut Voilà, aussi, récupérer, si on le veut, c'est ça. au niveau de ses impôts, les dons C'est importants. Voilà, parce qu'il y a aussi des dons ponctuels, ça peut arriver aussi des fois, ça fait tout c'est surprenant des fois, mais pour je ne veux pas dire son nom pour garder l'anonymat, mais on a eu un don il y a 1 ou 2 ans de 5 000 €. Ah C'est ouais. ce qui est incroyable. Alors ça n'est Ouais. arrivé qu'une fois, je vous rassure, hein, mais voilà, il y a Ah, des il y a des gens c'était qui pas sont un don prêts. mensuel. Non, non, malheureusement. Mais non, voilà, c'est incroyable quand on voit ça, puis après, bah, on contacte quand même la personne quand c'est quand c'est important et on se rend compte qu'en fait, même une petite radio comme Néo a un impact et a une utilité pour certains qui est importante, à tel point qu'ils comprennent qu'on a besoin parfois d'un petit peu de financement et qui font l'effort. Ça, c'est toujours plaisant. Mais les petits dons de 5 € mensuels sont tout aussi plaisants, notamment quand ils durent sur la durée. On se rend compte qu'il y a des auditeurs qui font partie du club depuis 6, 7, 8, 10 ans. Mais c'est satisfaisant aussi. Ah bah oui, j'imagine. 20 ans après les débuts de Néo, comment est-ce que tu 25, vois 25 maintenant. 25, ouais, 25 ans après donc les débuts de Néo, comment est-ce que tu vois son rôle dans l'écosystème radiophonique et musical, français dans les années à venir? Le futur, à quoi ça ressemble avec
les challenges de tout cet écosystème algorithmique, intelligence artificielle et autres? Bah, je pense qu'en toute humilité, en fait, il y a quelque chose dans ce qu'on fait qui est peut-être la radio de demain. Enfin, c'est super prétentieux de dire ça, mais je pense que, retrouver, et valoriser, l'humanité, le choix individuel d'une personne ou d'une équipe sur des titres, de faire le travail, d'éditorialisation, de recherche, d'information des auditeurs sur les artistes, sur ce qu'ils font, sur leur actualité. Tout ça, et ben, paradoxalement, ça va prendre de plus en plus de valeur, parce que je pense que même si l'intelligence artificielle, c'est incroyable ce qu'on arrive à faire avec l'intelligence artificielle, qu'il va falloir qu'on l'intègre aussi. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver, la façon de tirer les bénéfices de ces technologies parce que c'est incroyable ce qu'on peut faire avec. Donc il va falloir Mmh. trouver les manières de l'utiliser, mais en préservant et peut-être en magnifiant la partie humaine de ce travail. Et c'est vrai que c'est des défis permanents, hein. Très récemment encore, il y a eu, je sais plus quel titre, mais où la question s'est posée, on a repéré que c'était de l'intelligence artificielle, mais c'est plus par chance qu'autre chose, parce que c'était indétectable, quasiment. Donc mais bon, il y a quand même une petite chose qui s'est allumée quelque part, qui s'est dit: «C'est bizarre». On va chercher, on trouve, et puis on s'est rendu compte effectivement, c'était une part d'intelligence artificielle qui avait créé le titre. Mais après tout, voilà, on a connu ces évolutions, le sample, on a eu ces craintes-là, voilà, il suffit de copier des couplets entiers d'un artiste et puis de reparler par-dessus, ça va faire quelque chose. Et C'est ben devenu oui, un ça art. fait des Alors, choses. c'est amusant que tu parles de ça parce qu'on en parlait avec Joachim Garraud, que vous retrouverez aussi dans Alors là, chapeau, et qui disait que oui, le sample, en effet, c'était le cas là, mais ça ne correspondait qu'à 5 ou 10 de l'ensemble de la musique. Or Oui, là, voilà. ça correspond à 100 Oui, de la oui, musique, et c'est là, oui. où le questionnement, il y a ni danger ni chose fantastique, mais où il faut, on se demande vraiment, ce qui va se passer. C'est un peu, Mmh quand même, mh. une inquiétude aussi, et Oui, on bien peut sûr. on peut le comprendre, on peut le comprendre. Mmh mh. Mmh. Mille merci Thierry, bravo, alors là, Merci à chapeau toi. pour, ce que vous faites depuis 25 ans parce que, Merci. c'est pas évident d'arriver à tenir, cette structure. On est bien content que, vous puissiez maintenant, satisfaire l'ensemble des auditeurs, encore plus d'auditeurs à Toulouse et à Paris sur 24 heures sur 24, même si vous étiez 24/24 en ligne de toute façon, puisque vous Oui, aviez un oui, service oui, oui, depuis toujours, 24 oui, en ligne. oui. Donc ça Mais bon, permettait. les antennes FM, ça a toujours un poids important dans notre Ah, radio. le hertzien, c'est la Hertzien, colonne vertébrale, sans parler, si c'est FM ou DAB+, parlons du ouais, hertzien. ouais. Mmh. Et merci pour ces échanges, et on se revoit certainement, peut-être au Paris Radio Show si, tu nous fais le Avec plaisir de plaisir. venir nous voir. Merci beaucoup. Merci à toi, À bonne bientôt. soirée. Ciao. Merci, au revoir. Alors là, Alors là, chapeau, l'hebdo. un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau. Alors